Bonjour François. Bonjour Sabine. On ne va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film, son titre « Risque de chance », traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise. Sa vocation, aider à faire naître celle des autres. Le cœur de son message, rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais sais-tu quelle est-elle? Son histoire, c'est la mienne et les vôtres partagées en résilience. Ses thématiques, elles sont ouvertes et portées par chaque personnalité très différente. Cher François, dans ton parcours d'homme, de père et d'entrepreneur, peux-tu me dire s'il te plaît quel est le plus beau risque dans la vie? Le plus beau risque dans la vie, alors, c'est pas forcément le même. Tu m'as dit je te parle à l'homme, au père et à l'entrepreneur, donc c'est pas forcément la même réponse. Alors, la première réponse qui me vient, c'est d'abord celui de l'entrepreneur, c'est la délégation. Je pense que quand on prend de plus en plus de responsabilités, qu'on acquiert des compétences, au départ peut-être universitaires, théoriques, puis après pratiques, parce que la direction des hommes te fait emmagasiner de l'expérience, finalement, bien sûr, tu prends des risques des affaires, tu prends des risques d'investissement importants, mais je pense que le plus grand risque que tu prends, c'est le risque de la délégation. Mais c'est le plus beau risque aussi, c'est-à-dire c'est que tu acceptes de donner à l'autre les commandes, bien sûr, avec des règles, mais n'empêche, tu acceptes de donner des commandes, tu confies à l'autre une partie, des parties importantes de ta responsabilité, parce que tu penses que les choses vont être mieux faites, parce que tu penses que tu n'es pas un surhomme et que donc c'est la force des autres qui te fera progresser. J'avais un patron qui m'avait toujours dit « on est fort avec des gens forts », et derrière ce petit principe simple, ça veut dire qu'il faut accepter de leur donner les clés. Donc je pense que c'est ça le plus grand risque d'un chef d'entreprise. Après, le plus grand risque de l'homme, c'est probablement la question de ce qui se passera à la fin de la vie. C'est-à-dire que, est-ce qu'on prend le pari, le risque de dire qu'il n'y a rien? Est-ce qu'on prend le pari et le risque de penser qu'il y a quelque chose après? Alors, ça ne veut pas dire pour ça que les comportements vont être totalement différents. Il y a des gens qui sont exceptionnels et qui sont incroyants, et il y a des gens qui sont absolument exécrables et qui sont croyants. Mais je pense que cette prise de risque par rapport aux fins ultimes, aux fins dernières, est pour moi quand même la seule vraie grande question dans laquelle on doit se déterminer. Après, le risque de père, c'est le risque d'avoir des enfants, c'est-à-dire c'est de dire je ne maîtrise rien, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que donner la vie, c'est le plus beau cadeau qu'on m'a donné à moi-même et que donc j'ai envie de transmettre à quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai que si on imagine, peut-être si on fait le film a posteriori, si on imaginait au moment où on pense à créer une paternité, on pense à tous les risques inhérents de la vie, on ne ferait jamais rien. Donc il y a à la fois une forme d'aveuglement, probablement, ou de l'inconscience, mais c'est justement là que le risque est beau, c'est-à-dire on ne sait rien, mais on y va quand même, parce que on fait confiance à la nature humaine, on fait confiance à son conjoint ou à sa conjointe pour construire à deux, et puis on fait confiance à la providence, parce que moi je suis croyant, et donc finalement c'est bien une des vocations de l'homme sur Terre que de donner la vie, hein, même s'il y en a qui font le choix de ne pas la donner pour différentes raisons, mais pour la majorité d'entre eux c'est quand même la vocation. Voilà, donc je dirais, c'est la façon dont moi je vois les trois grands risques en fonction de la personne à qui tu parles, moi. Et dans ces risques que tu viens de décrire, la délégation, le rien ou quelque chose dans le passage après la vie et le risque de l'enfance et de la paternité, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, voire plus grand que toi? Disons que si effectivement on ordonne les choses, c'est vrai que la dimension spirituelle l'emporte sur le reste, évidemment, parce que c'est celle qui est la clé de voûte, in fine, de tout ce que tu vas faire. C'est ce qui donne du sens à ta vie professionnelle, c'est ce qui donne du sens à ta vie de famille,
Donc c'est bien quand même, à un moment donné, le fait d'ordonner sa vie par rapport à une notion transcendantale qui te dépasse et qui te fait comprendre que ce que tu mets en œuvre est ordonné à une fin qui te dépasse, qui est la construction d'un monde meilleur, l'amour du prochain, la création d'une économie plus juste, voilà, un tas de choses qui se découlent de ce principe fondateur qui est en toi ou pas, en fonction du fait que tu as reçu pas la foi, ou que tu l'as eu, ou que tu l'as cherché, ou que tu l'as acquise, ou qu'on t'ait transmise. C'est bien ça, à la fin du compte, qui ordonne l'ensemble des actions que tu mènes. Même si, évidemment, toute la difficulté, c'est de créer la cohérence. Ça aussi, c'est le grand risque. Le grand risque de proclamer ta foi, le grand risque de décider qu'il y a un Dieu qui t'est supérieur et qui est celui qui ordonne finalement le bien du monde. Et du coup, derrière, de se trouver en porte-à-faux par rapport à cette grandeur qui te dépasse, cette transcendance, parce que bien sûr, tu n'es qu'un homme, et donc tu y vas avec toutes tes faiblesses. Ce qu'on disait, c'est ce risque, voilà, le sujet, c'est le risque d'incohérence. C'est pas un risque, d'ailleurs, c'est une réalité. Je veux dire, c'était Ovide qui dit vidéo meliora proboque, détaillera sequar. Je vis, je vois et j'aime le bien, et je fais le mal. C'est une vision très pessimiste. Mais n'empêche que si on est un peu honnête avec soi-même, je ne peux pas dire que, sauf si alors on marche sur l'eau comme un saint, évidemment, il y a des tensions constantes entre nos principes et la réalité de ce qu'on est. C'est cette tension-là qui parfois dure à vide et qui nous fait être critiqués. Évidemment. C'est le risque ça, c'est le risque de croire et le risque des pris à revers par les autres qui vont critiquer et qui vont dire voilà, et finalement ils sont comme les autres, bien sûr. Comme si la croyance modifiait intrinsèquement la nature humaine. Évidemment que non. Évidemment que non. Donc on est exactement le même après. Mais simplement, on a cette lumière en nous qui est un phare qui nous aide à nous diriger. Quelle est ta contribution au monde, ta mission, ta vocation? Non. Grande question qui me dépasse et dans laquelle ma réponse ne peut être que modeste. Je pense que en tout cas ma mission, on fait un sujet de réalité versus théorie, c'est de servir. C'est-à-dire que si je reviens, parce que c'est un peu quand même pour ça que tu m'interroges par rapport à mes fonctions de dirigeant d'entreprise, je pense que plus que d'autres, le dirigeant qui est amené à prendre les commandes, à assumer la responsabilité, doit être habité par un très grand esprit de service. Voilà, je pense que manager, c'est servir plein de choses, servir ses collaborateurs, qu'ils soient épanouis, qu'ils grandissent, qu'ils contribuent positivement à l'objectif commun d'entreprise, servir ceux pour qui nous fabriquons, produisons, vendons, pour leur apporter du plaisir, une amélioration de leur vie, une réponse à une difficulté, une solution à des problèmes, servir l'environnement dans lequel on exécute ces missions, c'est-à-dire est-ce qu'on le fait en abîmant l'environnement au sens propre du terme, tout ce qui est autour de nous, est-ce qu'on a une trace neutre ou est-ce qu'on a une trace positive? Est-ce qu'on fait du mal aux autres? Est-ce qu'on fait du mal à la nature? Est-ce qu'on fait du mal à tout notre écosystème? Ou est-ce qu'on le fait en essayant de préserver autour de nous ce qu'ils font? Ce qui est très délicat. On revient à un vieux principe qui est de dire ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais c'est évidemment aussi intrinsèque de la mission du manager. Donc cette notion de servir, encore une fois, je ne sais pas si j'y arrive, en tout cas c'est mon but. C'est ça qui m'aide. Après, voilà, c'est quelque chose que moi j'essaie de mettre en pratique dans ma vie. C'est à la fois de servir bien sûr l'entreprise qui m'emploie, mais c'est aussi, dans la mesure possible, peut-être servir des sujets qui sont plus sujets de société civile, des engagements comment dirais-je, parallèles, qui vont faire que, de manière peut-être plus gratuite, on rend service, on aide, on contribue, parce que heureusement parfois l'expérience est valorisée et les gens sont heureux d'avoir des conseils, une contribution, une action,
C'est aussi ce que j'essaie de faire. Voilà. Alors après, ça prend différentes formes dans la vie, hein, mais c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont très importantes. Tu veux en citer un exemple ou pas? Oui, si, bien sûr, on peut. Par exemple, moi je suis depuis 5 ans administrateur au Collège des Bernardins à Paris. Le Collège des Bernardins, c'est un endroit qui est dans le 5e arrondissement, qui est un très très bel endroit, qui était un collège monastique du XIIIe siècle, qui a été abandonné après la Révolution et qui servait de caserne de pompiers jusqu'il y a 20 ans. Et puis que le cardinal du sujet a complètement transformé pour en faire un lieu de rencontre entre l'Église et le monde. C'est un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu d'ouverture, où l'Église se donne les moyens de dialoguer avec le monde. Alors, sur des tas de sujets, la science, la bioéthique, l'économie, les médias, le numérique, les autres religions, l'art. Donc, voilà, c'est un très beau carrefour de convergence. Et bien, voilà, je suis administrateur là, et on se réunit tous les 2 mois pour essayer d'aider le collège en apportant un regard, dans mon cas, un regard d'entrepreneur, un regard de chef d'entreprise, pas forcément un regard de théologien ou de chercheur ou d'universitaire, mais un regard peut-être plus matériel, par exemple, pour s'assurer que les moyens sont en adéquation avec l'objectif qu'on a, les moyens humains. Parce que vous savez que dans ces belles maisons, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de choses qui sont données, et à un moment donné, il y a toujours une notion de surchauffe qui est possible. Donc, qu'est-ce que j'apporte moi? C'est la vision d'un manager. Voilà un engagement que j'ai en parallèle de mon travail depuis 5 ans et qui me porte beaucoup, qui me sort de mon quotidien et qui me permet de m'enrichir surtout. Merci. Et les entretiens de Valpré? Alors, les entretiens de Valpré, c'est une autre activité que j'ai en parallèle de mon travail. Donc, depuis 3 ans, je m'occupe de cet événement qui a lieu à Lyon tous les ans et qui réunit pendant 1 jour et demi 500 chefs d'entreprise, dirigeants, cadres, etc. Dans lequel on essaye de traiter à travers des colloques, des conférences, des échanges, bref, une panoplie d'événements dans la journée et demie, on essaie de traiter un sujet qui croise l'économie, l'entreprise et la personne humaine. Par exemple, il y a 2 ans, on a traité le problème du temps. L'année dernière, on a traité le problème de la confiance. Cette année, on parle du thème de la responsabilité. Donc, on choisit des thèmes quand même assez larges, qui fait que bien sûr on peut les aborder sur plein d'angles. Parce qu'en fait, tout ça, à la fin du compte, qu'est-ce qu'on cherche à apporter au chef d'entreprise ou à la personne qui assiste? C'est toute une richesse d'éclairage pour que dans sa vie quotidienne, dans ses responsabilités, dans son engagement, on lui apporte voilà, des solutions, des idées, etc. Et tout ça s'éclaire à la lumière de la pensée sociale chrétienne. Parce que s'il y a bien un sujet où je pense que l'Église est légitime à parler, c'est bien le sujet de l'économie au sens large. Et c'est pas nouveau, parce que depuis la fin du XIXe siècle, l'Église a beaucoup contribué à apporter sa vision de l'organisation du monde économique, des sujets qui sont aujourd'hui repris par beaucoup de gens partout sur la Terre. Et donc on pense que l'Église, à travers des événements comme celui-là, a des choses à dire, elle a besoin de s'enrichir du dialogue, et donc voilà, c'est un moment qui n'est pas bien sûr réservé aux chrétiens. C'est un moment qui est très ouvert et très tolérant, mais on ne se cache pas non plus qu'il y a par exemple des théologiens qui interviennent pour apporter un éclairage philosophique sur tel ou tel point l'économie. Quand on parle de la notion de responsabilité, et on pense tout de suite à la notion de subsidiarité, on en parlait tout à l'heure quand on parlait de délégation, c'est l'autre mot de la délégation, et ça c'est un sujet que l'Église a abordé en 1890. Comment confier des tâches à ceux qui sont plus près des choses pour les faire exécuter de la meilleure façon possible. À l'époque c'était impensable. Donc aujourd'hui, ça va de soi. En tout cas, ce sont des thèmes de management qui sont communément admis. Voilà, là, un sujet dans lequel, par exemple, on réfléchit de façon approfondie. Voilà, c'est ça les entretiens de Valpré. Et voilà, c'est un très beau moment. Et bien sûr, c'est pour moi, là aussi, une source d'enrichissement, de rencontres de gens exceptionnels qui viennent parler, que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer avant et qui viennent me nourrir. Donc j'espère que ça nourrit le public qui vient, mais je suis un peu égoïste probablement en disant que ça me nourrit d'abord. Et toi, en tant qu'ancien patron de l'équipe, ouais. Je vois que tu as des skis derrière toi, des beaux ouais. skis. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Ouais. Alors j'ai mis un petit doigt de pied, puisqu'on m'a demandé de rentrer au comité d'audit, c'est-à-dire la structure, on va dire, de surveillance, entre guillemets, de tout ce qui est bonne gestion, au sens respect des normes comptables, respect des procédures d'appel d'offres, respect des règles d'équité, voilà, donc tout ce qui va faire que l'exécution de cet événement qui est si important
se fasse dans des conditions économiques et sociales les plus justes possibles, dans le respect d'un budget, etc. Donc moi, je suis très heureux d'y être, parce que je pense que ça va être un magnifique événement pour la France. C'est vrai que c'est dans 5 ans, donc on n'y pense pas encore beaucoup, à part qu'on voit les travaux et qu'on a un petit peu les inconvénients à Paris en ce moment, mais je pense que ça va être un moment très fort de l'histoire du pays. Et je crois que, voilà, alors, comme j'ai été effectivement à l'équipe, on m'a sollicité, j'étais très content de contribuer à ça. Voilà, c'est une petite activité, mais je pense qu'elle va aller grandissante, et si je peux aider modestement, je le ferai très, très volontiers. J'ajoute que probablement, mais ça c'est un sujet qui me touche aussi, peut-être personnellement, c'est-à-dire que malheureusement la France n'est pas un pays sportif. Alors on va dire, mais si aujourd'hui ça commence à venir, mais par rapport aux grands pays de l'Europe du Nord, pays anglo-saxons, allemands, Angleterre, sur les États-Unis, le sport est partie intrinsèque de la constitution de la personne. Le développement de la personne dans l'éducation, la construction de sa personne, passe quasiment autant par le sport que par la pédagogie et l'académie. Ce qui n'est pas le cas de la France, puisque le sport à l'école, c'est 1 heure par semaine, 2 heures par semaine maximum. Je pense que les Jeux Olympiques sont probablement la dernière occasion que l'on a pour transformer en profondeur la pratique du sport en France et vraiment faire passer un message en disant, voilà, il n'y a pas de monde. Un monde équilibré gagne à s'appuyer sur la construction par le sport. Et je pense que malheureusement, on en souffre un peu. Et j'espère que ces Jeux Olympiques seront un catalyseur, un accélérateur de cette importance de la pratique du sport, évidemment pour les jeunes, mais pas que. Les choses se développent aujourd'hui, le vélo, marche à pied, je pense qu'il y a un gros travail qui est fait d'éducation. Mais enfin, on voit bien que c'est plutôt un travail qui est fait une fois qu'on a été élevé, qu'on a grandi et qu'on commence à avoir de l'activité professionnelle, et à ce moment on dit bon, il faut faire du sport, etc. En tout cas, ma génération, on nous a pas mis le sport dans la peau, et je ne me souviens pas qu'en rentrant à HEC ou ailleurs, la note de sport est beaucoup comptée à la rentrée à HEC. Alors que quand vous êtes dans une université américaine, si vous êtes bien classé au tennis, si vous êtes bon basketteur, vous rentrez dans une très bonne université. Tout est dit, je crois. Voilà. J'espère que cette Olympiade sera aussi cette chance-là. Voilà. Qu'est-ce que tu reconnais, François, en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre? Essentiellement, le rapport aux autres. Le besoin de vivre avec l'autre, d'échanger, de se nourrir, de recevoir de l'autre. Je pense que c'est ça qui est mon moteur numéro 1. Au-delà de tout le reste qui peut être... probablement mon deuxième moteur, c'est la curiosité. Donc, c'est-à-dire j'ai eu la chance d'avoir des parents, dont un père qui était curieux de tout, qui était une espèce de pic de la Mirandole à son niveau, qui s'intéressait absolument à plein de choses, et donc il m'a donné ce goût de l'éclectisme et de la curiosité qui me nourrit beaucoup, qui fait que j'adore découvrir des choses. Voilà, ça me fascine, ça me nourrit. J'ai vraiment besoin de ça. Voilà, je dirais que mes 2 moteurs, mes 2 équilibres, c'est d'abord le rapport à l'autre, l'envie d'être avec l'autre, l'envie de vivre avec l'autre. Et puis après, voilà, cette curiosité intellectuelle que j'ai la chance d'avoir, en tout cas, qui est un bon moteur pour moi. Face au difficile, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent, François? C'est pas toujours un réflexe naturel. On va dire que je pense que l'ouverture aux autres est d'autant plus facile et naturelle quand tout va bien. Parce qu'on est moins défensif, parce qu'on a une humeur qui est plus agréable, parce qu'on se sent en confiance, et que la confiance à l'autre dépend d'abord de la confiance en soi. On a parlé tout à l'heure du thème de la confiance à Alpré, c'était évidemment un des premiers sujets qu'on a abordé. Si pas de confiance en soi, impossible de donner de la confiance aux autres. Donc quand on est dans un cycle positif, un cycle de réussite, etc., c'est vrai que l'ouverture à l'autre, le besoin de l'autre, le conseil de l'autre est facile. Quand on est en situation compliquée, en situation d'échec, c'est pas forcément un réflexe naturel. Or, je pense que c'est là, au contraire, que bien sûr le déclic se fait. Alors, je peux faire... C'est vrai dans le monde professionnel, mais ça a été pour moi évidemment encore plus vrai sur le plan personnel, puisque moi j'ai eu malheureusement j'ai vécu la mort de ma fille aînée, donc qui est décédée il y a 6 ans, donc en se rendant au
Journée mondiale de la jeunesse à Rio, voir le pape avec un Car sur cette route, parce qu'elle était en Guyane. Et je peux témoigner que sans l'autre, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne sais pas où je serais, certainement pas devant vous, devant toi pour parler. Et que c'est évidemment le rapport à l'autre qui m'a sauvé. Pas que, ma foi aussi, bien sûr, m'a sauvé. Mais ma foi à travers les autres, c'est-à-dire ma foi dans la façon d'accepter l'abandon de la main de Dieu, mais aussi la foi incarnée par des hommes croyants autour de moi, ou des femmes croyantes, qui m'ont apporté beaucoup de soutien et beaucoup d'humanité. Donc, face au sujet du deuil, et je ne voudrais surtout pas que mes propos soient vus comme une méthode, ou une espèce de vadémécum de ce qu'il faut faire, mais je pense, et malheureusement parfois c'est pas possible, parce que comme je disais tout à l'heure, l'échec, la mort, l'absence de l'autre, crée assez naturellement un réflexe de repli sur soi. Qu'il faut arriver à combattre ça, ou se laisser fissurer, face à cette douleur, par le regard de l'autre, pour se faire réalimenter. Et donc je peux témoigner que c'est pour moi, c'était vital. Voilà. Et, je pense que sans ça, je ne sais pas du tout où je serais, mais vraiment pas dans la situation et la forme dans laquelle je suis aujourd'hui. Et à ce sujet-là, puisque tu as vraiment la bonté, la gentillesse, la confiance, je ne sais pas quel mot employer, de nous confier ce départ de ta fille Sophie, qui a un rayonnement encore énorme pour ceux qui la connaissaient ou qui l'ont connue à cette occasion. Je voulais te poser une question. Est-ce un risque de chance d'avoir des enfants engagés jusqu'au bout? Là aussi, je veux paraître comme un vieux has-been, mais j'ai quand même l'impression que la génération de nos enfants, la génération des gens qui ont entre, on va dire, 15 et 30 ans aujourd'hui, a une générosité, une capacité d'engagement qui me semble bien supérieure à la génération auquel moi j'étais. Moi je vois ce que font mes enfants, ce que font les enfants des amis, etc. Je suis absolument émerveillé par ce que font cette jeunesse. Et franchement, à notre époque, j'ai l'impression qu'on était moins comme ça. Alors peut-être que je suis pas objectif, et donc mon propos n'est pas scientifique, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une énergie qui se dégage de cette jeunesse, qui a envie d'en servir ce monde, qui a envie d'en servir aux autres, qui a besoin absolument de trouver un équilibre dans le don, qui est plus fort qu'avant. Et c'est vrai que ce risque qu'ils prennent, eux, est une grande chance pour nous. Parce que c'est d'abord la chance d'être édifié par ces enfants. Je pense qu'il n'y a pas plus beau sentiment pour des parents que d'être édifié par ses enfants, d'être surpris, parfois dérangé. Parce que c'est pas forcément de tourpeau d'avoir des enfants qui s'engagent et qui du coup reviennent vers vous avec des questions quand même qui sont parfois dérangeantes. Il faut l'accepter. Mais je pense que c'est une chance incroyable. Et c'est le paradoxe pour des parents de se dire que finalement, il y a un moment où on se fait élever par nos enfants. Élever au sens grandir. Parce que voilà, ils font des choses. Et il faut l'accepter. C'est pas toujours facile, parce que c'est pas la position d'un parent de se dire, entre guillemets, il ne fait pas la leçon. Mais par son exemple, par son engagement, par ce qu'il fait, par ses actions, vous vous posez vous-même des questions. Ça, je trouve ça incroyable. Et c'est quelque chose que j'ai vécu aussi avec ma fille Sophie, parce que tu en parles. C'est vrai que il y a eu un renversement intérieur qui fait qu'aujourd'hui, par exemple dans le domaine de la foi, Sophie m'élève et rend ma foi plus intelligible, plus profonde, parce qu'elle joue un rôle du ciel, qui est un rôle différent évidemment de celle qu'elle pouvait jouer sur Terre. Au début c'est un peu surprenant, mais c'est vrai que, vous savez, tu me connais, je suis un gars qui a les pieds sur Terre, je ne suis pas un mystique, je ne suis pas du tout... voilà, je n'ai pas d'illumination, je n'ai pas d'hallucination, je suis un type plutôt simple et pragmatique, mais n'empêche que c'est ce que je ressens, et je pense que c'est une vraie réalité pour d'autres aussi autour de moi. Donc voilà, là c'est un cas très particulier, mais je pense que pour tous ceux qui ont des enfants autour de nous, c'est vrai que c'est une jeunesse qui s'engage jusqu'au bout. Voilà, alors après quand Sophie est partie, évidemment qu'elle ne sait pas mourir, donc si tu veux, je pense que la jeunesse c'est aussi l'insouciance. Donc c'est vrai que peut-être qu'ils prennent
pris des risques particuliers, mais il y a des jeunes joueurs qui prennent des risques importants, mais qui ont cette force d'insouciance, cette force de jeunesse qui fait que voilà, l'énergie est là, ils avancent, alors parfois, effectivement, jusqu'à des sacrifices importants. Mais sans aller jusque-là, je pense que c'est quand même une grande chance pour nous. Dans un domaine différent, évidemment, est-ce un risque de chance, François, de donner la parole au sport? Le sport, c'est un combat maîtrisé. Le sport, c'est un combat pour repousser ou faire grandir les limites de soi-même. C'est le cas des sports dits individuels, dans lesquels on se mesure à soi-même et on essaye une forme d'expansion des capacités qu'on a dans notre corps. Et donc c'est une quête pour grandir, parce que étendre sa capacité à courir dans le temps, à courir vite, à nager, etc., c'est utiliser son corps pour faire plus. Donc c'est un combat contre nos limites pour les repousser. Ça c'est un aspect du sport. Et l'autre aspect, c'est dans le sport, qui est un sport de rapport, c'est maîtriser la violence ou l'envie de domination de l'autre pour la juguler, l'organiser dans un rapport de force ou autre qui va être défini par des règles à respecter pour décider qui sera le meilleur. Donc c'est un outil de socialisation très important. L'esprit des Jeux Olympiques en 700 et quelques avant Jésus-Christ, la première Jeux Olympiques, c'était ça. C'était finalement permettre à des pays, des régions à l'époque, de se mesurer à la loyale, comme on dit, en respectant les règles. Donc c'est canaliser cette violence. Donc c'est évidemment un sujet très important. Donc quand tu poses la question de donner la parole au sport, c'est d'accepter le rôle du sport comme élément de socialisation et de rapport à l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que la tension autour du sport est si forte. Parce qu'effectivement, il reste quand même au fond de l'être humain une envie de dominer l'autre, de s'imposer, d'imposer un rapport de force qui fait qu'on domine et qu'on devient le meilleur. Et donc c'est normal que la nature humaine étant ce qu'elle est, on essaie de tricher, on se dope, parce qu'à un moment, voilà, il y a au fond de soi cette envie parfois irrépressible d'être le meilleur. Et donc le sport est très important, et c'est pour ça que le sport a un rôle de pacification aussi important à jouer. Et donc il ne faut pas le voir comme un abrutissement, il faut le voir comme un rôle d'éducation. Mais effectivement, comme ça parle en plus à des masses très importantes, ces questions de rapport de force restent toujours là. C'est pour ça qu'on attend de dérive. C'est pas parce que le sport est mauvais intrinsèquement, c'est que simplement il est un exutoire, une mode d'expression de la domination de l'homme qui se fait dans le sport, et que donc forcément, voilà, les supporters vont se battre, vont s'insulter, voilà, parce qu'il y a quand même cette violence inhérente dans l'homme. Donc il ne faut pas y voir... le sport n'est pas le dévoiement de la nature humaine, il essaye de rendre l'homme meilleur, comme plein d'autres choses. Et donc c'est pour ça que le sport doit prendre la parole. Quand on parle de terrain d'éducation par le sport, c'est très important. C'est pas pour rien que depuis 30 ans, un pape comme Jean-Paul II ou un pape comme François parlent beaucoup du sport. Parce qu'eux-mêmes ont beaucoup pratiqué le sport et ont compris sa valeur pédagogique très importante, parce que c'est finalement l'expression d'un rapport de fraternité à l'autre, qui est un rapport que Dieu nous demande. Donc cette théologie du sport, elle n'existait pas dans le temps, et c'est très beau qu'aujourd'hui, voilà, le pape François parle de football, on s'en explique, et il explique que la gratuité de l'affrontement, qu'il faut savoir respecter l'amateurisme, voilà, ce sont des choses très importantes. Ça, c'est pas une conviction personnelle. Et si on regarde ça d'un point de vue purement humain et sans dimension surnaturelle ou philosophique, voilà, ou surnaturelle ou théologique, pardon, voilà, ce sport-là est très important. Voilà pourquoi la parole au sport est si importante. Et voilà pourquoi il y a toutes les déviances possibles. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en donnant la parole au sport, on le rend très visible. Et donc, par la force des médias, on met une loupe grossissante sur ces rapports humains. Et donc, comme on met une loupe grossissante, le sport montre tous les excès de la nature humaine, tous ses défauts. Parce que le sport leur transmet en direct. Et donc, il n'y a pas d'autre. Il y a très peu
il y a très peu d'événements dans lesquels la nature humaine se montre en direct, sans filtre. Voilà. Quand des gens s'affrontent, quand il se passe quelque chose, on n'a pas toujours la caméra pour voir. Là, tout est prévu pour qu'on voit les choses en direct. Et donc forcément, ça crée un éclairage très particulier. Qui es-tu comme magicien et que fais-tu en tant que magicien dans ce monde? Je suis très mauvais magicien, je n'ai jamais su faire des tours de magie. Non, là, tu ne tombes pas sur le bon talent qui dort en moi. Je pense que ma magie, c'est probablement d'essayer de voir en l'autre un fils de Dieu, une fille de Dieu. Et que j'ai cette chance, ou en tout cas j'essaye de m'intéresser à l'autre comme quelqu'un qui a beaucoup de prix. Alors, il a forcément beaucoup de prix pour moi, mais il en a beaucoup de prix pour celui qui est au-dessus. Et donc le minimum qu'il me demande, c'est quand même d'essayer de faire un petit quelque chose dans ce sens-là. Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi et au-delà de toi? Voilà, c'est des questions. Le monde, je fais ma contribution, tu sais, elle est modeste, toute petite. Écoute, voilà, ça rejoint un peu l'autre point auparavant, c'est que les gens se sentent aimés, qu'on ait envie, qu'on ait cette curiosité, cette quête de trouver en l'autre la pépite, la lumière, le trésor caché qui fait qu'il y a toujours un trésor dans quelqu'un. Alors c'est vrai qu'il peut être caché, c'est vrai qu'on se protège, c'est vrai que les gens ont des vrais caractères. C'est difficile. Parfois les gens ne se laissent pas découvrir, mais il y a toujours une pépite à trouver. Donc c'est comme chercheur d'or, il faut creuser. Il y a toujours quelque chose dans l'autre qui est incroyable. Qu'est-ce que tu aimerais mettre à la place du difficile de notre monde? J'aimerais mettre un peu de paix. Voilà. Un peu de paix. On en a besoin. Voilà. Je pense que c'est ça qui nous manque. François, partages-tu la vision de Jean Vanier, que j'ai donc eu la grâce d'interviewer avant son envol, et qui est le titre d'un de ses livres, « Chaque personne est une histoire sacrée ». Tu vois, ces mots, je ne savais pas que tu allais poser cette question, mais ça rejoint le mot précédent. Moi, j'ai parlé de cette pépite qui est en nous. Jean Vanier, il lui donne une dimension surnaturelle, une dimension de profondeur, parce qu'il y met la troisième dimension qui est la dimension divine. Donc pourquoi personne sacrée? Parce qu'elle est à l'image de Dieu, qu'elle a été voulue par Dieu. Donc si on croit que Dieu est le créateur du monde, et donc finalement le moteur qui a fait qu'aujourd'hui on est là tous les deux pour parler, eh bien il y a dans chacun la trace divine. Et à ce sens, c'est ça que j'aimerais bien dire, c'est-à-dire que toute personne porte cette trace divine. Et que donc, si on prend ce mot-là à la lettre, ce qu'il a fait lui, c'est la radicalité de son engagement, qui est de dire le dernier des handicapés, le dernier des petits, les sans-abri, le clochard, l'abandonné, est une personne sacrée, au moins autant que toi ou moi. Et pourtant, personne ne le voit. Donc cette affirmation, encore une fois, ce coup de poing, parce que c'est comme ça qu'il a traduit lui dans sa vie personnelle, c'est incroyable. Et du coup, ça chamboule tout, quoi. Ça chamboule tout dans l'ordre des choses. Et ce qui est intéressant dans ce propos, c'est que ce n'est pas simplement un propos de charité. Oui, bien sûr, beaucoup de gens font énormément de choses pour l'autre, pour l'accueillir, pour l'aider, pour le soigner, etc. C'est un engagement sociétaux qui sont formidables. Mais dans ce que dit Jean Vanier, il y a autre chose. Il y a l'image de Dieu. Et donc, si tout d'un coup on se dit dans l'autre il y a l'image de Dieu, alors ça change tout. Enfin, je pense que tu l'as senti quand tu l'as interrogé, parce qu'il a dû en parler une fois mieux que moi. C'était juste incroyable. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir continuer? La fidélité des amis, tout simplement.
Et la découverte régulière de personnes que je ne connais pas qui sont exceptionnelles. Donc, garder fidèlement ce que j'aime et en trouver d'autres qui vont encore m'enrichir. François, as-tu un défaut dont tu souffres? Pareil, je suis trop gentil. Et je veux bien l'admettre. Et comme toujours, on a du mal à expliquer ces défauts, donc on trouve une pirouette. Je pense que la gentillesse, c'est pas la naïveté. Et je pense que le risque de la gentillesse te fait recevoir de grandes récompenses. Et que donc, effectivement, tu peux donner ta confiance, tu peux accorder beaucoup à l'autre, tu peux te tromper, parce que effectivement, les gens abusent de toi. Et j'ai pas l'impression de me faire abuser à la terre entière, mais ça m'est arrivé. Mais en face de ça, la confiance et la gentillesse donnée à d'autres, qui vous la rendent au centuple, fait que le risque vaut d'être pris. Tu parlais de risque au départ. J'assume ce risque. J'assume ce risque et plus je vieillis, plus je l'assume. Il faut semer pour récolter. Et je ne connais pas d'autre façon de faire. Effectivement, peut-être parfois je me fais avoir, ou je me prends un tapis. Mais qu'est-ce que tu veux? Tchala. Et au global, quand même, je suis bien récompensé. C'est ça l'intention positive derrière le trop de gentillesse, semer pour récolter? C'est donner pour recevoir, c'est de se dire l'autre a besoin de toi et tu le fais pas en te disant j'ai pas un carnet dans lequel je note scrupuleusement tiens lui je donne un rendez-vous, lui je l'ai invité à faire ça, etc. Il m'a pas envoyé l'ascenseur, crois, pas du tout. Je ne pense jamais, la gratuité c'est une chance. Mais oui, c'est l'idée de se dire, l'espoir de se dire et à un moment, il va se passer quelque chose grâce à l'autre qui va me rendre infiniment heureux. Que je n'avais pas imaginé. Et puis il y a d'autres fois, ça ne marche pas, et puis voilà, c'est la vie. S'il fallait être à chaque fois scrupuleux pour mesurer et se comprendre avec l'autre, ça ne dirait pas. Trop compliqué. Est-ce que tu as des mentors et quel message te portent-ils? Oui, j'ai des mentors, j'en ai vu, c'est sûr. Je pense à un particulièrement qui était mon ancien patron qui malheureusement est décédé maintenant, Michel Capot, qui lui me disait confiance en toi. Me poussait à agir sans peur. Je suis quelqu'un d'assez émotif. Parfois les émotions peuvent vous brider. Et lui me disait non, vas-y, fonce. T'arrêtes pas. N'aie pas peur. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Voilà, ça c'était un bon mentor. C'est marrant parce que j'ai quand même pas mal de patrons inspirants qui m'ont aidé. J'en ai un autre aussi que j'ai eu plus tôt dans ma carrière, qui était quelqu'un qui poussait à exprimer mes besoins, mes objectifs, et qui m'aidait toujours à reformuler les choses en me disant mais c'est quoi ce qui est le plus important pour toi? C'est quoi ta priorité? Réordonne tout ce que tu fais à l'aune de tes priorités pour être sûr que tu ne perds pas. Parce que je peux avoir tendance à peut-être à me disperser, qui m'aidait là-dessus. Tu peux nous le citer? Oui, c'est Jerry Nock, qui est devenu un gars qui a créé une boîte de coaching, et qui était mon patron chez Monsanto à l'époque, et qui avait un sens. C'est marrant qu'il ait trouvé cette boîte de coaching, parce qu'il n'était pas du tout dans ce métier-là, et il avait un don en lui qu'il a su révéler après, et c'est quelqu'un que je vois régulièrement, tous les ans, comme un phare qui m'éclaire, qui me dit tiens, fais ci, fais ça, pense ci, c'est très utile. Ta vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas, François? Un stage d'amour. Un stage avant le job final. Open. Oui, c'est l'apprentissage, on va dire. C'est l'alternance. C'est l'alternance avant le grand jour. Pour se préparer, parce que je pense qu'on aura beaucoup de lumière dans les yeux, on sera totalement dépassé. Pour arriver à là, il faut un tout petit peu d'heures d'entraînement. Il faut un peu s'échauffer quand même, parce que je pense que ça va
Ça va secouer. Faut-il tout oser demander dans la vie? Il y a un côté tout oser, il y a un côté peut-être un peu tête brûlée dans la formulation. Oser beaucoup, oui, c'est sûr. Surtout faire ce pourquoi on sent une inclinaison forte, c'est pas, quand on dit faire ce qu'on a envie, ça a l'impression qu'on est juste un foutiste, qu'on papillonne. Mais voilà, oser ce qu'on a intrinsèquement vraiment envie de faire. Pas se mettre de barrières, d'a priori. Il y a tellement après de freins surtout. C'est-à-dire, on est tellement après bridé par tout, par les contraintes, peut-être par les autres, par des faiblesses physiques, par le manque de moyens. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent nous freiner que si on n'a pas dès le départ cet engagement dans l'énergie, hein, comme un engagement définitif entre guillemets, du coup on va finir vite épuisé. En ce sens, il faut oser et pas avoir peur. Voilà, je pense que oui, c'est vraiment un moteur important. Et comme dans le sport, parce qu'on en a parlé beaucoup, c'est comme l'entraînement. Donc quand on s'entraîne à oser, à mobiliser son énergie, quand on maîtrise un exercice, c'est moins que ça coûte moins. Tu vois, tu oses pour plus de choses plus souvent, parce que bon, tu as moins peur, tu as confiance en toi, et même si tu prends des gamelles, tu te relèves, parce que tu as cette petite mécanique en toi qui s'est dégrippée. Et je pense que ça, c'est vraiment important, et puis il faut aider l'autre à le faire. Toute la question, c'est de tendre la main. Pourquoi as-tu accepté ma demande d'interview avec cette simplicité, François? Pour toi, parce que tu es mon ami, voilà. Pas plus que ça, et je sais que je te fais confiance. Donc, c'est quoi le plus beau risque dans la vie en un mot, s'il te plaît? Le plus beau risque, c'est de prendre. Le mien aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur. C'était très touchant et profond. Merci à toi, merci de m'avoir posé ces questions. As-tu une question? Non, pas de question. Alors, à bientôt pour la suite. Ciao, mon ami.